Entrez dans la machine à remonter le temps de votre imagination et réglez les cadrans sur ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Ce nom évoque à lui seul des images de châteaux sombres, de paysans crasseux et d'un monde plongé dans l'ignorance. Mais comme souvent, l'histoire aime nous surprendre. Le Moyen-Âge était tout sauf une époque figée et obscure. C'était une ère d'innovation éblouissante, de culture vibrante et de mystères qui nous intriguent encore aujourd'hui. Alors, chers explorateurs, êtes-vous prêts à aventurer au cœur de cette époque médiévale? Oublions un instant les clichés pour découvrir les vraies histoires, pleines de modes étranges, de coutumes surprenantes et du quotidien de gens finalement pas si différents de nous. Imaginez-vous en train de marcher dans une rue animée du Londres du mi-sièclième. Qu'est-ce qui attire votre regard? Peut-être les chaussures. Des pantoufles en cuir au bout si long et pointu qu'elles pourraient servir d'armes ou de point de départ pour une conversation. C'étaient les poulaines, l'accessoire de mode incontournable pour les hommes du Moyen-Âge. Certaines chaussures dépassaient de plusieurs centimètres l'extrémité du pied. Un symbole de statut et, soyons honnêtes, un peu de panache médiéval. Tout le monde n'en raffolait pas. Les membres du clergé désapprouvaient ces chaussures extravagantes, affirmant qu'elles rendaient la prière à genoux difficile. Pourtant, même certains religieux n'ont pas su résister à la tendance. La mode avait un prix. Les archéologues ont découvert que près d'un tiers des squelettes de riches médiévaux présentent des traces d'oignons, des déformations douloureuses du pied probablement causées par ces chaussures aussi stylées qu'impraticables. Chez les frères mendiants, la proportion était encore plus élevée. Il semble donc que la recherche du style au détriment du confort est une histoire aussi vieille que le monde. Quand les gens se mariaient-ils au Moyen-Âge? La réponse varie autant que les personnes elles-mêmes. En moyenne, les hommes se mariaient vers l'âge de 20 ans, tandis que les femmes épousaient souvent dans la fin de leur adolescence. Mais les règles étaient flexibles, influencées par les coutumes locales, la fortune des familles et l'œil attentif de l'Église. Le droit canon fixait les âges minimums, 12 ans pour les filles, 14 pour les garçons. Les fiançailles pouvaient avoir lieu encore plus tôt, surtout parmi la noblesse, où le mariage relevait autant de la politique et des biens que de l'amour. Pour la plupart, néanmoins, le mariage était une affaire pratique, une alliance de famille, une manière de sécuriser l'avenir et parfois un saut dans l'inconnu. La vie médiévale n'était jamais loin de la menace du conflit. L'entraînement au combat commençait tôt, souvent à travers des jeux, des tournois et des simulacres de combat qui permettaient de développer les compétences nécessaires à la véritable guerre. Au début du Moyen-Âge, la formation était informelle, plus une question de nécessité que de discipline. À la fin du Moyen-Âge, des manuels de combat détaillés ont vu le jour, témoignant de la sophistication croissante des tactiques militaires. Pourtant, même lorsque les armées devenaient plus organisées, l'idée d'une force permanente et professionnelle, ce n'est qu'au milieu du Xe siècle, pendant la guerre de 100 ans, que la France a créé l'une des premières armées permanentes d'Europe. Un signe de l'évolution profonde de l'art de la guerre. Et les femmes? Bien que leur responsabilité principale se concentrait souvent sur la maison, la vie des femmes était loin d'être confinée. Pendant les récoltes, elles rejoignaient les hommes dans les champs. Les dames nobles, quant à elles, chassaient et géraient des domaines et pouvaient même défendre des châteaux lors des sièges. Le monde médiéval était complexe, et les rôles des femmes étaient aussi variés que la société elle-même. Certaines devinrent de puissantes abbesses, dirigeant d'importantes communautés religieuses et conseillant même les rois. D'autres, comme Hildegarde de Bingen, se sont fait connaître par leurs études, leur musique et leurs observations scientifiques, prouvant que la vie intellectuelle n'était pas réservée aux hommes. Aucune foi ou cour médiévale n'était complète sans musique. Voici les ménestrels et les troubadours, artistes itinérants qui donnaient vie aux nouvelles récits et chansons. Certains récitaient des épopées de héros et de batailles. D'autres composaient leurs propres vers, accompagnés de luth, de harpes ou des premiers violons. Leur musique était le réseau social de l'époque, diffusant nouvelles et divertissements à travers les royaumes. Les troubadours du sud de la France ont même inventé de nouvelles formes de poésie et de chansons, influençant la littérature européenne pendant des siècles. Si tu vivais dans un village médiéval, saurais-tu en quelle année tu te trouves? Pour la plupart des gens, la réponse était pas vraiment. Peu savaient lire ou écrire et le concept d'année numérotée importait peu dans la vie quotidienne. Ce qui comptait, c'était le rythme des saisons. Le moment de semer, de récolter, de célébrer les fêtes religieuses. Les moines et les fonctionnaires royaux tenaient le compte des années, mais pour la plupart des gens, le temps se mesurait en cycles, pas en chiffres. Le calendrier de l'Église, avec ses jours de saints et ses jours de fête, était la véritable horloge de la campagne. Les pèlerinages étaient les grandes aventures du Moyen-Âge. Les gens voyageaient pendant des semaines ou des mois pour visiter des lieux saints, espérant des miracles ou le pardon. Voir une relique, un os de saint à une écharpe de la vraie croix, était un moment fort. Il n'y avait pas d'yé, mais les pèlerins faisaient souvent des offrandes,
à la fois en signe de dévotion et pour soutenir l'Église. L'authenticité des reliques était parfois douteuse, mais leur pouvoir d'inspirer l'émerveillement était bien réel. Les pèlerinages ont aussi contribué à la diffusion d'idées et d'art et même de nouveaux aliments à travers l'Europe, car les voyageurs apportaient des histoires et des souvenirs de contrées lointaines. Les manuscrits médiévaux montrent des pêcheurs avec des filets et des cannes, prouvant que la pêche était à la fois une nécessité et un passe-temps. Pendant ce temps, le monde de l'argent changeait rapidement. Les règles catholiques contre l'usure, le fait de prêter intérêt, faisaient que des familles juives devenaient souvent banquières, occupant un rôle essentiel dans l'économie en expansion. Au XIe siècle, de nouveaux types de banquiers firent leur apparition. Banquiers marchands, prêteurs sur gage et banquiers dépôt, chacun naviguant dans les eaux troubles du commerce, de la foi et de la loi. Les archives d'Italie et d'ailleurs montrent que le recouvrement des dettes était une affaire sérieuse, parfois poursuivie même après la mort d'une personne. L'essor de la banque était le signe d'un monde devenu plus connecté, plus ambitieux et bien plus moderne qu'on pourrait le penser. Les gens du Moyen Âge, loin d'être isolés, faisaient partie d'un monde bien plus connecté qu'on ne l'imagine souvent. Des routes commerciales reliaient les ports anglais au marché de Venise. Tous les marchandises et les idées voyageaient jusqu'au Moyen-Orient et en Chine. Épices, soie et histoire trouvaient ainsi leur chemin jusque dans les foyers médiévaux, modifiant les goûts et suscitant de nouvelles inventions. Même la modeste fourchette, aujourd'hui incontournable à table, est une invention médiévale qui a mis des siècles à se répandre en Europe. Pendant longtemps, on mangeait avec des couteaux, des cuillères et des doigts. À son apparition, la fourchette fut jugée scandaleusement décadente par certains. Preuve que même les plus petits changements pouvaient provoquer de grands débats. Les villes médiévales étaient aussi des merveilles d'ingéniosité. Londres, Paris et Florence étaient animées par des marchés, des universités et des corporations. Les premières universités, comme celles de Bologne et d'Oxford, furent fondées à cette époque où les étudiants débattaient de philosophie, de médecine et de droit. Les grandes cathédrales, avec leurs arches élancées et leurs vitraux, n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres d'art, de sciences et de vie communautaire. Leur construction nécessitait des connaissances avancées en mathématiques et en ingénierie. Et leur beauté continue encore aujourd'hui d'émerveiller. Les ingénieurs médiévaux ont également construit des aqueducs, des moulins à vent et des roues à eau, exploitant la puissance de la nature d'une manière qui a jeté les bases des révolutions technologiques ultérieures. N'oublions pas l'écrit. Bien que la plupart des gens ne savaient pas lire, le Moyen-Âge a vu la diffusion lente mais régulière de l'alphabétisation. Dans le calme des scriptoria, les moines copiaient à la main d'anciens textes, préservant la sagesse de la Grèce et de Rome. Vers la fin du Moyen-Âge, l'invention de l'imprimerie allait bientôt révolutionner le monde, rendant les livres et le savoir accessibles à plus de personnes que jamais auparavant. L'arrivée du papier, parti de Chine, passé par le monde islamique et arrivé en Europe, a rendu l'écriture moins coûteuse et plus accessible, alimentant une révolution discrète dans la communication. Alors, la prochaine fois que vous entendez l'expression « Wow », pensez à la lumière qui a percé, le rire des ménestrels, le courage des chevaliers et des savants, les mains qui ont édifié les cathédrales et les esprits qui rêvaient d'un monde plus vaste. Le Moyen-Âge n'était pas simplement un pont entre l'Antiquité et l'époque moderne, c'était un univers à part entière, plein de couleurs, de curiosité et du même esprit humain qui nous anime encore aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé à travers le temps avec moi. Gardez votre curiosité vivante et qui sait quel autre secret l'histoire pourra dévoiler.